On va écouter Onno Herpicum, qui est un coordinateur d'équipe au sein du Centre d'action laïque de la province de Liège, en Belgique. Et donc, à ce titre, il conduit des projets locaux avec les élèves, notamment sur les questions de diversité. Mais il intervient aussi dans la formation, donc au titre de formateur pour le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces en Belgique, qui en fait est l'organe chargé de la formation des enseignants dans le secteur public. Et par ailleurs, il est aussi formateur auprès d'autres catégories de professionnels de l'éducation, donc notamment des auxiliaires d'éducation et des éducateurs. Voilà, donc une longue expérience auprès de formation, mais aussi auprès des élèves. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole, Renaud. Donc, vous avez 20 minutes et voilà. Merci. Merci Géraldine pour cette présentation. Je me tiendrai fidèlement aux 20 n'inutes, je te rassure. Je n'ai pas besoin de brandir ma pancarte. Allez. Merci. Alors bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du RIED de m'avoir invité à ce colloque et vraiment à saluer la qualité et la richesse des interventions auxquelles j'ai eu le plaisir d'assister jusqu'à présent. C'est une belle opportunité et en quelque sorte une mise en abîme intéressante quand on est belge, qu'on vient du terrain, comme on dit, de venir à la rencontre du secteur de la recherche académique en France pour parler d'inclusion, de diversité et de vivre ensemble. Je vais essayer de vous partager mon écran. Espérons que ça marche. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas? Oui, oui. Ah, vous le voyez. Mon propos va être de dégager des perspectives de travail au départ de l'expérience pilote des ateliers du Centre d'action laïque de la province de Liège, donc en Belgique. Notre objectif est de soutenir la réflexion sur l'école, pensée à la fois comme un lieu de rencontre, de débat et d'échange, un lieu où se construit une vision de l'humain dans sa globalité, pour finir, un lieu d'accueil des spécificités qui y ont toute leur place en tant que moteur d'interpellation et de changement du collectif. Les événements à haute teneur médiatique, comme l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, sont profondément choquants et donc ils sont propices à une prise de conscience collective. Ils peuvent potentiellement servir de tremplin vers des changements de paradigme salutaires, mais ils ne doivent pas masquer, je pense, les autres réalités vécues quotidiennement par des cohortes d'enseignants, d'éducateurs, d'auxiliaires d'éducation, de parents, d'enfants et autres catégories que je propose de réunir dans un ensemble, celui des usagers de l'école publique. Dans le fond, les violences, les discriminations, le harcèlement, la remise en question des programmes de cours ont un point commun. C'est celui d'être des manifestations dysfonctionnelles et révélatrices de la complexité des fonctionnements des individus qui composent la micro-société qu'est l'école, ainsi que de la difficulté à gérer les multiples dynamiques de groupe qui en découlent. L'école est un laboratoire de vie, un lieu d'apprentissage de la socialisation, et lorsqu'elle parvient à remplir sa mission, elle peut former des jeunes citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Mais au contraire, lorsqu'elle échoue, elle peut véritablement former des jeunes à l'injustice, ouvrant dès lors la porte au rejet du système social. Si on ajoute à cela qu'elle a tendance à être le reflet des tensions vécues par ailleurs dans la société, il apparaît urgent de réinvestir l'école avec un projet ambitieux d'éducation au fonctionnement en collectivité. Et ce projet doit tenir compte des spécificités individuelles dans l'absolu. Je veux dire par là, pas celles d'hier ou d'aujourd'hui, mais celles d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
J'y reviendrai plus tard. Pour ce faire, le Centre d'action laïque de la province de Liège mène diverses actions pilotes au travers de son approche intégrée de l'enseignement et de l'éducation. Ces actions ont fait l'objet d'une communication qui s'intitule « L'éducation au vivre ensemble », qui a été proposée pour le RIED de 2020, mais postposée à 2022 à cause de la pandémie. Ces actions visent à travailler les expériences de discrimination par les usagers minoritaires et la place occupée dans celle-ci par les usagers majoritaires, mais également les autres usagers. Elle vise également à travailler la division entre usagers qui en découlent, les attentes de reconnaissance conjointe de ces publics, et pour finir, la construction identitaire des usagers, qu'ils soient pris dans une dynamique d'exclusion ou non. Alors ces problématiques, elles sont ici présentées en termes négatifs. On parle de discrimination, de division, d'exclusion. Donc j'ai envie de vous en proposer une version positive et constructive qui nécessite un travail de terrain préventif que nous nommons « vivre ensemble ». Et je voudrais souligner qu'il me semble que ce glissement sémantique est tout sauf anodin. Il traduit en effet de la volonté d'inscrire au cœur du projet la construction et non la déconstruction, l'ouverture en lieu et place du rejet, l'articulation entre les aspirations individuelles et collectives, l'une nourrissant l'autre. Ce projet postule que chacun y ait une place qui soit, selon les propos de Majo Ansot, juste pour nous tous. Et ce concept de juste pour nous tous permet en quelque sorte de dépasser l'intérêt individuel pour prendre en compte l'intérêt collectif, ce qui, bien entendu, ne va pas de soi. Il s'agit d'une disposition intérieure, d'une attitude à s'orienter volontairement vers davantage d'altruisme par un processus relativement complexe. Le « pour nous tous » est donc le résultat de la conjonction d'un « pour nous » qui est territorialisé et d'un « pour tous » qui est déterritorialisé. Nous est donc territorialisé. Nous, c'est vous, c'est moi, c'est notre groupe social, notre quartier, notre village ou notre pays. Ici, hier, aujourd'hui et demain. Tous, comme je le disais, est déterritorialisé. C'est il, elle, eux, ici, mais aussi ailleurs, hier, aujourd'hui et demain. En combinant ces deux facettes, on obtient donc un « pour nous tous », qui est en quelque sorte la fusion de nos intérêts individuels, à vous, à moi, mais aussi à il, à elle, à eux, et le tout ici et ailleurs, hier, aujourd'hui et demain. Pour nous tous, donc. Et ce faisant, le Centre d'action laïque de la province de Liège réinterroge le dilemme universalisme-différentialisme auquel se heurte l'action antiraciste de manière générale et son projet de vivre ensemble en particulier. L'universalisme, basé sur des valeurs telles que l'égalité et la justice, permet de donner une place à chacun, et ce faisant, de travailler à l'unification de l'humanité, mais au risque de l'uniformisation. Pour sa part, la vision différentialiste ou pluraliste cherche à préserver la diversité au risque d'opposer les individus en mettant en exergue les différences et ou en renforçant les identités et les communautarismes. On a donc un déni d'identité d'une part, et de l'autre, un déni d'humanité. Le dilemme semble en quelque sorte insoluble. Et il faut dire qu'articuler du « pour nous tous » au départ de demandes particulières semble a priori difficilement faisable. Je voudrais rappeler que la pratique des accommodements raisonnables qui visent donc à assouplir une règle qui s'impose a priori à tous de la même manière, bien qu'elle soit dominante dans les discours, rencontre
des difficultés, en particulier dans le domaine de la pratique religieuse en entreprise. Elle va ainsi jusqu'à soulever des débats passionnés, comme au Québec ou en Belgique, alors que cette dimension ne sature, semble-t-il, qu'une minorité des demandes d'accommodement. Or, à l'instar de la laïcité en Belgique francophone, qui s'est dotée en 2016 d'une nouvelle définition, il semble possible, sans avoir recours aux accommodements raisonnables, de dépasser le dilemme universalisme-différentialisme par un changement de paradigme qui permette aux individus, dans toutes leurs spécificités, de faire société, moyennant l'application de certains principes, parmi lesquels on va retrouver la prévalence de l'universalisme des droits, le rôle central de l'éducation dans ses composantes collectives et individuelles, et le recours à des outils conceptuels tels le PGDC, plus grand dénominateur commun, théorisé par Bouzard et Denis en 2014. Un détour par des expériences menées dans le monde du travail nous a instruit sur le fait qu'un outil comme le PGDC permet d'éviter deux écueils courants. Le premier est celui qui consiste à imposer une seule vision du monde comme norme supérieure et universelle, ce qui peut entraîner des discriminations indirectes et nourrir certaines approches ethnocentriques. Le deuxième est celui qui consiste à instaurer des traitements spécifiques pour une partie de la population, ce qui peut entraîner des segmentations entre travailleurs ou usagers sur base de leurs convictions, mais également des replis communautaires, voire des assignations identitaires. Diverses recherches menées en entreprise ont démontré la nécessité de dépasser les particularismes pour promouvoir une approche englobante des revendications identitaires. Ainsi, il apparaît que la question qui se pose dans les entreprises où les particularités et les écarts surviennent en masse et de façon brutale n'a pas pour objet la remise en cause du monde que chacun est, individuellement ou collectivement. Cette question a en fait pour objet le fait de savoir comment permettre au monde de se rencontrer, comment leur donner la capacité de se constituer en limite, accueillant les différences, et de vivre l'unité. Dans le même ordre d'idées, il est préconisé d'aborder l'inclusion de manière transversale, en évitant les actions spécifiques qui risquent de cloisonner les individus et de nourrir la stigmatisation envers certaines catégories, et ce, bien que l'objectif premier soit de briser ces stéréotypes. En favorisant une démarche segmentée, les personnes risquent d'internaliser le fait qu'ils sont dans une position de faiblesse, ce qui les pousserait alors à ne pas aborder les difficultés en lien avec leur diversité par rapport à des normes majoritaires, afin d'éviter d'être rangés dans une case qui les défavorise en contexte professionnel. Finalement, les diversités doivent être envisagées de la manière la plus inclusive possible, ce qui passe notamment par le respect de l'unicité de chacun en préservant le partage. Et pour préserver cette unicité individuelle, en préservant le partage, il faut d'une part faire exister une culture commune, d'autre part mettre tout en place pour que l'individu continue à se sentir unique et respecté dans ce cadre général. L'objectif étant de trouver un équilibre entre le sentiment de participer à un tout en se sentant respecté dans sa spécificité. Et toutes ces approches sont concomitantes. Elles rejoignent le concept de PGDC que je mentionnais il y a quelques instants. Le concept de plus grand dénominateur commun repose sur l'idée qu'il y a lieu de veiller à ce que la solution proposée à une demande différenciée puisse être appliquée et bénéficier au plus grand nombre sans discriminer indirectement ceux qui en sont à l'origine. Cela peut s'obtenir en permettant à chacun de s'approprier une demande spécifique tout en neutralisant son caractère différentialiste. Alors, comment ? En adoptant des dispositions générales, neutres,
ayant fait l'objet d'une concertation préalable et non déformée par un prisme religieux, philosophique ou culturel. Le Centre d'action laïque de la province de Liège a expérimenté ce principe sur le terrain de ses ateliers depuis 2010, au travers de la gestion des interdits alimentaires au sein de ces espaces laïcité. Ce sont donc des lieux où se déroulent les ateliers à Seraing et à Jupille, en province de Liège, en Belgique. Et le problème était de taille. Comment organiser des repas en collectivité qui soient justes pour nous tous? Concrètement, nous avons fait appel à un diététicien professionnel via l'Office national de l'enfance, afin qu'il établisse des menus fragmentés, donc la viande séparée des légumes, eux-mêmes séparés des féculents, eux-mêmes séparés des fruits, etc. Et ces menus étaient adaptés tant en quantité qu'en diversité. Il y avait donc des sources de protéines, de légumes, de féculents variés. Et il fut également décidé que chaque enfant serait totalement libre de manger ce qu'il voulait, alors bien entendu dans la limite du respect des autres et des quantités prévues. Et dans ce mode de fonctionnement, la présence, par exemple, de porc, bon alors, je prends ici bien évidemment le porc à dessein, puisque c'est l'interdit alimentaire qui défraie les chroniques, la présence de porc donc à un menu ne pose pas de problème, car l'enfant qui n'en mange pas a à manger à sa faim, puisque les repas sont fractionnés, il peut toujours manger tout le reste. De plus, il est assuré de disposer d'autres sources de protéines, par exemple du poisson le lendemain, que sais-je, des œufs, voire des crêpes à 4 heures si le menu prévoit ce type de repas. Ces dispositions permettent aux ateliers depuis plus de 10 ans maintenant de travailler avec des enfants aux besoins alimentaires spécifiques multiples. Des musulmans pratiquants, des témoins de Jéhovah, des végétariens, mais aussi des végétaliens, des végans, des allergiques, on les oublie, sans oublier également des enfants aux préférences et aux goûts variés, des enfants dont les intérêts étaient jusque-là relégués au second plan, voire invisibilisés par la primauté accordée aux revendications ethno-religieuses, nourrissant dès lors un sentiment d'injustice et un ressentiment légitime. Ainsi, bien que les spécificités aient toute leur place comme moteur d'interpellation et de changement du collectif, la mise en place de lieux de rencontre, la mise en place de lieux d'expérimentation, de débat et d'échange, la mise en place de lieux où se construit une vision de l'humain dans sa globalité apparaît comme une nécessité, permettant de résorber le dilemme universalisme-différentialisme et par là même de donner des perspectives engageantes à la promotion du vivre ensemble, et ce notamment en milieu scolaire. J'ajouterais que sur base des expériences pilotes, cette nécessité s'est transformée en une possibilité effective, entre autres à l'école, qui partage avec un espace laïcité un statut de laboratoire de vie. Alors bien entendu, le travail est très loin d'être achevé. Il reste en effet à démontrer scientifiquement la validité de cette approche et la possibilité de la transférer dans des écoles en s'attelant à la question des interdits alimentaires ou, pour le dire autrement, à celle d'une alimentation qui soit juste pour nous tous. Mais il reste également à transposer ce principe, ce mode de fonctionnement sur des sujets clivants autres que la question des interdits alimentaires, comme le Centre d'action laïque s'y est attelé ces dernières années, avec succès, notamment en interrogeant la question des fêtes de fin d'année. Ce qui, d'ailleurs, vu que le temps nous manque ici, pourrait faire l'objet d'une prochaine communication. Voilà, j'en termine sur ces mots, je pense, en ayant respecté les délais qui m'étaient impartis. Les coordonnées apparaissent à l'écran et donc, si vous êtes intéressé de poursuivre la réflexion, de débattre, d'échanger, c'est toujours un plaisir, donc n'hésitez pas.
Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous poser une question pour lancer un peu le débat, puis après, si d'autres ont des questions, donc je passerai la parole. Je me demandais quelle est en fait en Belgique les modalités de gestion des repas à l'école justement qui existent et en quoi ce que vous avez vous proposé était du coup différent de ce qui est fait par ailleurs dans les écoles belges. Alors, sur les modalités générales de l'organisation des repas dans les écoles en Belgique, la présentation qui a été faite ce matin sur les réalités françaises reprend exactement le même mode de fonctionnement. Donc, c'est une décentralisation des repas qui est proposée à des organismes extérieurs qui donc se chargent de l'élaboration des menus, etc. On a vraiment affaire à une industrialisation des cantines. Là où le mode de fonctionnement qu'on a proposé s'est totalement démarqué de ce qui se fait, c'est qu'il a permis de prendre en compte l'inclusion des besoins spécifiques sans pour autant les mettre en lumière. Donc soyons clairs, aujourd'hui, politiquement en Belgique, ce qui est proposé de mieux en matière d'inclusion sur la question de la gestion des interdits alimentaires, c'est d'organiser des repas végétariens. Je ne vois pas très bien en quoi ça apporte une solution, puisqu'on écarte le problème. Au travers de la proposition d'un repas végétarien, c'est bel et bien le problème de l'interdit alimentaire du porc qui est pointé, puisqu'on élimine le problème carné, on élimine le problème. Je pense que c'est une manière de réfléchir qui est un peu rapide et qui trouvera ses limites dès lors qu'on pourrait imaginer demain une autre demande particulière concerne un féculent ou un légume. Si on procède par élimination, il restera bientôt plus grand-chose à manger. Donc l'idée ici, en proposant des menus fragmentés, comme je l'ai souligné, c'est de permettre à l'enfant, sans avoir à justifier son choix, après tout, on peut ne pas manger de porc parce que c'est un interdit alimentaire, on peut aussi ne pas manger de porc parce qu'on n'aime pas ça, ou parce qu'on est végétarien. Donc sans avoir besoin de le justifier, l'enfant qui voit que du porc est présent au menu, dans le cadre où le menu est fragmenté, n'a simplement pas besoin de le signaler, il peut ne pas en manger, tout en mangeant néanmoins tout le reste, puisque tout n'est pas mélangé. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans les cantines, c'est pas forcément mélangé, les légumes et la viande. Enfin, je ne vois pas très bien en fait. Alors, en Belgique, ça l'est en règle générale. Donc, les repas proposés sont, par exemple, imaginons qu'on vous serve une pâte bolognaise. Vous n'allez pas avoir les pâtes et la sauce bolognaise. Voilà. Imaginons qu'on vous serve une potée aux carottes, vous aurez le plat complet, la potée aux carottes mélangée. Vous n'avez pas l'ensemble qui est séparé. Ça n'est jamais le cas. D'accord. Ok, je vois qu'il y a des questions dans la salle, donc je vais arrêter là. Donc Françoise et puis Émilie aussi. Bon, Françoise, c'est oui, oui. C'était pour demander à Renaud de bien vouloir dire, parce qu'il est passé assez vite dessus, donner des précisions sur le changement de la définition de la laïcité récente en Belgique. Oui. Et le lien que ça a avec d'autres actions éventuellement. Merci. Alors, le lien que ça a avec notre action est évidemment tout à fait central, puisque en tant que centre d'action laïque, chez nous, la laïcité est organisée. Donc, c'est le centre d'action laïque communautaire qui organise l'ensemble de la communauté laïque à l'échelle nationale. Donc, à partir du moment où il y a un changement de définition, ça touche l'ensemble de la manière dont la laïcité est abordée en Belgique. Et donc, sans trop rentrer dans les détails, parce que ça nous emmènerait vraiment très très loin, je vais peut-être déjà vous donner la nouvelle définition. Donc, cette définition pose la laïcité comme le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains sur l'impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. Ce principe oblige l'État de droit à assurer l'égalité, la solidarité et l'émancipation des citoyens par la diffusion des savoirs et l'exercice
du libre examen. Alors, ce que ça a changé depuis 2016, c'est que là où auparavant on posait la laïcité comme une double définition, avec une double définition, quelque part la laïcité était à la fois politique et philosophique. Elle était politique parce qu'elle revendiquait la séparation des églises et de l'État. Elle était philosophique parce qu'elle présupposait une disposition personnelle au libre examen et à une manière de penser adogmatique. Cette nouvelle définition, comme je viens de vous la donner, pose la laïcité non pas comme une opinion, mais comme la liberté d'en avoir une. C'est donc bel et bien un principe d'organisation de la société qui permet à l'ensemble des religions de coexister. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est envisagée en Belgique. Et donc, elle ouvre la porte d'un vivre ensemble possible, non pas malgré les différences, mais sur base de toutes les différences, qu'elles soient d'ailleurs religieuses ou autres, comme autant quelque part de spécificités qui viennent enrichir la collectivité. Juste, je me permets d'insister peut-être un peu. Est-ce que vous seriez d'accord pour préciser ce qui vous paraît être une différence avec la laïcité telle qu'elle est définie en France, et on en a parlé déjà depuis le début de cette rencontre? Je vais buter en touche sur cette question. Je pense que ce serait extrêmement intéressant de poser un regard sur la vision belge et la vision française de la laïcité. Je pense aussi que ça demanderait un temps que nous n'avons malheureusement pas ici, et également un mandat dont je ne suis pas nécessairement doté. Moi, je viens ici parler de l'inclusion, je viens parler des projets liés à l'école, et c'est en cela que je suis compétent, pas nécessairement pour poser une analyse sur les deux visions de la laïcité à la belge et à la française. Désolé, je botte en touche, mais je préfère le faire correctement que de ne pas le faire que de... Voilà, bref, vous avez compris. Je crois que José Luis Wolf est dans la salle, je crois. Oui, bonjour, effectivement. Alors, je suis pris un peu au dépourvu, peut-être. La laïcité, je dirais, à la belge, pour bien la comprendre, en fait, il faut remonter au concordat entre Napoléon Ier et le pape Pie VII, donc, et à la notion de culte reconnu. Et donc, au départ, la laïcité à la belge, c'est un peu défini, mais comme ceux qui n'adhéraient à aucun culte reconnu, et même plus largement à aucun culte, et donc c'est plutôt comme une famille idéologique, mais présentée sur le même plan que les autres familles idéologiques, définies, elles, principalement en référence à un culte, alors qu'en France, la laïcité, c'est plutôt un principe général d'organisation de la société qui prône donc l'indépendance de la sphère publique, à ne pas confondre avec l'espace public, c'est encore autre chose, de toute immixtion religieuse, et peu importe les convictions personnelles des individus. Et donc, pendant longtemps, en Belgique, la laïcité est un peu assimilée à l'agnosticisme, athéisme, d'une part, ainsi qu'à toute une série de valeurs humanistes, qui est en faveur, comme Renaud l'a dit, du libre examen, de valeurs d'humanisme, de tolérance, ainsi de suite. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, le Centre d'action laïque, qui sont équivalents néerlandophones, se retrouve reprise dans les fédérations d'humanisme séculaire humanisme pour groupe de pression près de la communauté européenne, au même titre, par exemple, que les religions aussi, leur groupe de lobby. Et donc, effectivement, la définition de 2016, plus récente, tente, disons, de sortir de cette idée donc, qui est propre à la Belgique et aux Pays-Bas, parce que c'est la même chose aussi aux Pays-Bas, de concevoir la laïcité simplement comme un segment particulier de la population à côté des autres groupes religieux. Et notamment, il y a eu, en ce sens, des demandes d'inscription du principe de laïcité dans la Constitution, mais qui n'ont pas du tout abouti. D'une
part pour des raisons purement formelles, parce que le mot laïcité est très difficile à traduire dans différentes langues. On sait bien, en anglais par exemple, et secularisation est un peu en deçà de l'idée de laïcité. Sécularisme va au-delà, puisqu'il y a un peu l'idée d'éradication du religieux, ainsi de suite. Il n'y a pas un équivalent linguistique propre, et c'est la même chose en néerlandais par rapport au mot laïcité, et puis pour d'autres raisons aussi plus sociologiques, plus complexes. Mais donc effectivement, ce qu'on pourrait dire, je ne vais pas être trop long, c'est que en France, la laïcité, c'est surtout défini comme un principe politique, et en Belgique plutôt comme un principe philosophique. Mais on se rend compte qu'évidemment, c'est difficile de dissocier les deux. Et donc, en France, la laïcité politique, malgré tout, fait l'objet de diverses interprétations, soit une vision républicaine, une vision libérale, ainsi de suite. Donc, on lui associe des valeurs philosophiques différentes, même si le principe politique de base est le même. Et c'est la même chose un peu en Belgique. Mais les mouvements laïques, philosophiquement définis au départ, se revendiquent régulièrement, et encore plus avec ces nouvelles définitions et avec les demandes de partis politiques, d'avoir aussi une inscription politique et constitutionnelle. Et je ne sais pas si j'éclaire beaucoup, si j'embrouille d'avant. Bien, merci pour ces précisions. On va prendre une dernière question parce que le temps est déjà... Enfin, on est déjà en retard sur cette session aussi. Donc, Émilie, une question pour Renaud. Oui, on peut aller très vite dessus aussi. Je voulais simplement demander à l'autre membre du panel, à Renaud, de préciser un tout petit peu ce qu'il entendait. Peut-être que mon attention a flanché à ce moment-là, mais tu as parlé de risque d'internaliser la position de faiblesse quand on a une approche, quand on est un public minoré et qu'on a une approche différentialiste. C'est ça, j'aurais voulu que tu reviennes un peu là-dessus. Tu réexpliques. Pour le dire plus simplement, il s'agit de souligner les processus par lesquels on peut se retrouver presque pointé du doigt, mis en lumière sous les feux des projecteurs, dès lors qu'on va prendre, et c'est souvent lié à des événements évidemment d'actualité très très épineux, des spécificités culturelles, religieuses ou autres. Si prenons par exemple, revenons sur cette question de l'interdit alimentaire, revenons sur la gestion du porc dans les cantines, comme ça on restera sur le même sujet. Si on l'aborde du simple point de vue de l'interdit alimentaire lié à la pratique de la religion musulmane, on va fatalement pointer les musulmans du doigt comme étant une minorité qui revendique un statut particulier. Or, on constate, plusieurs études l'ont démontré, qu'à partir du moment où on fonctionne comme ça, on observe sur les territoires où on met en place ce type de phénomène, ce type de mode d'action, on observe une montée du racisme. Pourquoi? Le phénomène est relativement connu, c'est le fait de dire, à un moment donné, la majorité va pointer du doigt, le fait qu'on met en place un mécanisme spécifique pour une minorité, et sous-entendu, on ne met évidemment rien en place pour la majorité, donc ça ne va pas. Et on peut neutraliser ce phénomène-là, parce que cette minorité, ici en l'occurrence, les musulmans qui revendiquent le fait d'avoir accès à une nourriture de type qui ne prenne pas en compte du porc, ne demandent pas spécifiquement à ne pas manger de porc ou à manger de la viande halal. On peut tourner le problème autrement. On peut entendre qu'ils disent « Nous souhaitons une nourriture de qualité, respectueuse selon nos standards ». Et ça, c'est quelque chose dans lequel tout le monde peut se retrouver, quelle que soit sa croyance ou son opinion, qu'elle soit confessionnelle ou non d'ailleurs. Tout le monde souhaite manger une nourriture de qualité, respectueuse de, quelque part, son propre cadre. Et donc, l'idée générale, c'est à nouveau de venir biaiser la demande particulière d'une minorité pour la ramener à une demande qui va faire sens pour l'ensemble de la collectivité.
Ouais, ça me paraît extrêmement judicieux dans le cas des cantines. Je me demande simplement si on ramène ça à un cas de contenu, par exemple, scolaire, si ça ne fonctionne pas à l'envers, justement, puisque si on essayait de faire la même chose sur les contenus scolaires, comme on fait, tu vois, on ne peut pas faire la même chose. Pardon, je tutoie, moi, j'ai l'habitude. Oui, vas-y. Alors, c'est intéressant parce qu'en Belgique, on vient de mettre en place un nouveau programme de cours qu'on appelle le CPC, le cours de philosophie et de citoyenneté. Alors là aussi, ça va nous emmener très très loin et je ne suis peut-être pas nécessairement la meilleure personne pour en parler, mais pour le dire simplement, là où auparavant on avait des cours de religion spécifique, un cours de religion catholique, un cours sur l'islam, un cours de morale. Aujourd'hui, une des 2 heures consacrées à ce type de cours dans l'enseignement officiel est donc une heure de philosophie et citoyenneté. C'est donc organisé par l'État et ça enseigne l'ensemble des religions et quelque part l'ensemble des pratiques philosophiques confessionnelles ou non confessionnelles. Donc on est à nouveau dans cette idée-là. Tout le monde a besoin de trouver du sens et tout le monde cherche quelque part un sens aux grandes questions de la vie. Certains vont trouver leur réponse au travers des religions, les unes ou les autres, dont d'autres vont s'orienter vers une philosophie, d'autres encore vont prendre d'autres chemins, mais peu importe, tout le monde se pose ces questions-là. Et donc l'intérêt, à nouveau, n'est pas de choisir une des réponses, mais de reconnaître la nécessité chez chacun d'avoir des réponses et d'offrir une vue d'ensemble la plus généraliste possible sur ce qui se fait, gageant que la diffusion des savoirs va favoriser l'expression ou l'exercice par la suite du libre examen. Voilà une autre manière de transposer le même principe à l'intérieur des écoles.